bienvenue ici à la faculté de l'Université de Bretagne occidentale. Donc, on va vous présenter la licence de sciences sanitaires et sociales. Cette réunion qui vous est proposée aujourd'hui est organisée par Cap Avenir. Cap Avenir, c'est le service d'information, d'orientation, d'insertion et d'entrepreneuriat de l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cap Avenir a pour mission d'informer les lycéens sur l'université, mais aussi d'accompagner tous les étudiants de l'université qui le souhaitent ou qui en ont besoin sur leur orientation tout au long de leur cursus universitaire. Donc moi, je travaille à Cap Avenir et je suis chargée d'orientation. Et c'est donc Cap Avenir qui organise cette réunion dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Brio. Donc, ce qu'on va faire, je vais laisser la parole à Monsieur Braverman, qui est le responsable de la licence sciences sanitaires et sociales, pour qu'il vous présente la licence. Et on a la chance aujourd'hui que vous ne soyez pas très nombreux, enfin nombreuses d'ailleurs. Donc, on va, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions. On va pouvoir rendre cet échange interactif sans aucune difficulté. Toutes les questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. Donc voilà. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Braverman. Bonjour, bienvenue donc à cette réunion d'information sur la licence sciences sanitaires et sociales. Merci, on diffuse un PowerPoint et j'en profite pour vous dire que la réunion est filmée, donc oui. Pas à celles et ceux qui nous verraient après, je crois que c'est là. Mais rassurez-vous, la salle n'est pas filmée, et après il y a un montage, j'imagine. Donc non. Alors, il n'y a pas de montage, mais il n'y a que nous qui sommes filmés. Les participants dans la salle ne sont pas filmés. Donc désolé pour ceux qui nous voient à distance, du coup, c'est une petite mise en route difficile. Mais voilà, donc je vais vous présenter la licence sciences sanitaires et sociales. Moi, je me présente, je suis Louis Braverman, je suis maître de conférence à l'UBO. Je suis responsable de la licence sciences sanitaires et sociales et je suis sociologue. Je suis maître de conférence en sociologie. Je suis responsable de la licence, du cycle de licence L1, L2, L3 et plus spécifiquement de la L3. On se répartit les années avec des collègues, je vous parlerai si besoin. Donc voilà. La licence sciences sanitaires et sociales, je vais commencer par dire que c'est une licence qui est située à la fac de médecine. Donc c'est la seule licence à la fac de médecine et donc c'est les locaux qui sont situés à la fac de médecine avec des amphis, des salles de TD, voilà, quelque chose de classique. Vous regarderez éventuellement si vous n'êtes pas familier des plans de l'UBO où ça se situe. C'est bien desservi, des questions classiques, souvent des étudiants, c'est comment on fait pour, voilà, qu'est-ce qu'il y a à manger, ou comment on fait pour éventuellement se garer, ou des choses comme ça, donc je peux en discuter après si besoin. Aujourd'hui, justement, il n'y a pas d'étudiants présents, ils n'ont pas répondu présent, ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour venir, donc vous n'aurez que le son de cloche d'un enseignant. Je suis désolé, je vais essayer d'être le plus transparent possible, c'est-à-dire que moi j'ai pas de, je peux dire, j'ai rien à gagner à survendre la licence, mais seulement vous n'avez pas le point de vue et l'expérience d'une étudiante en lycée. Mais pour compléter tout ce que vous allez pouvoir apporter, il y aura les journées portes ouvertes du 1er février, oui. Où là, il y aura la possibilité, je pense, de rencontrer des étudiants également, en complément de cette journée. Bonjour. Excusez-nous du retard. Bienvenue. Donc bienvenue, donc j'étais en train de commencer et voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui la licence. Si en cours de route vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, lever la main ou notez-les.
Il y a des choses qui sont très générales et d'autres un peu plus précises, techniques, donc n'hésitez pas. Alors, je risque de vous perdre dès la première diapo, donc je pourrais redire un peu en précisant les choses. C'est-à-dire que c'est une licence, vous savez à peu près tout ce que c'est qu'une licence, assez classique, hein, une licence avec 3 années qui donne l'obtention d'un grade de licence. À la fin des 3 années, vous êtes diplômé de licence sciences sanitaires et sociales et vous pouvez candidater à des masters. Ce n'est pas seulement une licence, c'est aussi une LAS, une licence accès santé, c'est-à-dire que certaines étudiantes peuvent être acceptées au sein de la licence également en LAS, c'est-à-dire que souvent c'est des étudiantes qui veulent entrer en médecine, pharmacie, kiné ou odontologie, dentaire ou sage-femme, aussi maïotique. En première, deuxième ou troisième année. Je ne reviendrai pas forcément aujourd'hui sur toutes les spécificités des concours de médecine, hein, mais j'imagine qu'Instafac fait une... Alors, on a eu justement une conférence Instafac en décembre sur les études en médecine et justement la PAS et la LAS. Et cette conférence Instafac, elle est disponible en replay sur le site de Cap Avenir que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc j'y reviendrai si après vous avez des questions plus précises, mais donc c'est donc une licence, une LAS. Il y a des liens avec les IFSI, donc les écoles d'infirmières de Bretagne, du Finistère surtout, pardon, du Finistère, avec la possibilité de rentrer en IFSI avec des passerelles, donc une expérimentation qui se déploie à l'UBO et en partenariat avec les IFSI, dont on pourra vous présenter après un peu plus les possibilités de passerelle. Et une mineure passe, c'est-à-dire que si vous êtes inscrit en passe, vous pouvez choisir différents mineurs selon les différents cursus en fait à l'UBO, et vous pouvez choisir une mineure passe, donc la licence sciences sanitaires et sociales. Comme je vous l'ai dit, effectivement, la première diapo, elle est un peu compliquée si vous ne maîtrisez pas encore le système universitaire, mais voilà, je reviendrai. Aujourd'hui, je vais surtout me centrer sur la licence sciences sanitaires et sociales, et éventuellement, on pourra revenir sur des questions plus précises si vous êtes intéressé par autre chose. Voilà. Alors, donc la licence sciences sanitaires et sociales, on la nomme aussi L3S ou SSS. Voilà, c'est bien la licence sciences sanitaires et sociales. C'est une formation généraliste, j'ai mis, pluridisciplinaire, centrée autour des enjeux de santé publique. Elle est généraliste dans le sens où vous avez plusieurs enseignements, j'y reviendrai après, qui s'articulent autour de thématiques de santé publique. Elle est aussi généraliste dans le sens où ce n'est pas une licence qui est professionnelle ou professionnalisante au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'après une licence, vous n'avez pas de travail. C'est-à-dire qu'il faut faire un master en fait pour avoir des compétences plus spécialisées afin de s'insérer dans le marché du travail. Voilà, je l'ai dit un peu brutalement, mais parfois, voilà, au lycée, on s'intéresse à quel type de travail on peut faire. C'est la grande différence entre peut-être vos choix, hein, vos désirs, faire, je sais pas, une école d'infirmière ou alors une école plus professionnalisante, et l'université, la fac, avec ici la licence sciences sanitaires et sociales qui n'est pas professionnalisante. Ce n'est pas une licence pro, c'est-à-dire qu'il y a 2 licences pro proposées par exemple à l'UBO, où vous avez une orientation plus professionnalisante. Ici, globalement, il faut penser presque au master déjà, en fait. Il faut penser à 5 ans finalement, 5 ans d'études. Alors, elle s'organise la licence en 3 années, assez classique hein, finalement, 6 semestres, et l'enjeu c'est de valider ces 3 années pour avoir la licence. De manière classique, il y a donc 30 ECTS par semestre, et on valide au total 180 OCTS.
Les ECTS, excusez-moi, ce sont des sortes de points en fait que vous comptabilisez matière par matière en fait, et vous avez besoin d'un certain nombre de CTS pour pouvoir valider votre licence. C'est le fonctionnement de l'université française avec des crédits finalement qui sont alloués par semestre de manière très précise, si vous voyez, pour préciser, c'est-à-dire que vous ne validez pas matière par matière, mais il faut valider un semestre par semestre et une année. Éventuellement, il y a des compensations. Si vous avez 8 au premier semestre et 12 au second, vous faites une moyenne des 2 semestres et vous avez votre année. Voilà. On comprend finalement assez vite comment ça fonctionne, mais vous avez beaucoup de documentation à ce sujet et généralement, on s'y retrouve un peu en entrant dans la fabrique de l'université. Chaque semestre chez nous est composé d'UE majeurs et mineurs. Je vais vous les présenter ensuite, mais à ce stade, voilà, gardez en tête qu'il y a des UE majeurs, mineurs, et comme le nom l'indique, des UE avec un peu plus de poids que d'autres, c'est-à-dire plus de CTS qui sont alloués à chaque UE. Donc certains cours, par exemple les cours d'anglais, par exemple, vont avoir un peu moins de poids que les cours d'introduction à la biologie. Voilà. Quelque chose assez des pondérations au sein d'un semestre, voilà. Comme des coefficients finalement. Alors, je l'ai dit, la licence sciences sanitaires et sociales est orientée vers les questions de santé publique. Et donc, l'objectif, c'est de donner aux étudiants des outils nécessaires à la compréhension de certains enjeux, que ce soit la santé au travail, la promotion de la santé, question d'intervention sociale, du travail paramédical. Donc, c'est assez vaste, peut-être ça reste peu connu, mais pour vous donner une petite illustration, je vous rappelle, voilà, on est tous passés par la Covid-19 et ça nous a rappelé à quel point la santé n'est pas seulement une affaire biomédicale avec une question de soins, mais c'est aussi voilà, une question d'organisation de la santé, des questions de prévention, des questions de santé au travail, des liens entre différentes institutions, il n'y a pas que l'hôpital, voilà. C'est penser la santé d'un point de vue santé publique et la licence sciences sanitaires et sociales vise à donner des armes finalement pour appréhender la santé à l'aune de la santé publique. Donc les compétences développées, je vais vous donner après des exemples très précis des cours. Mais globalement, les 3 années, il y a à chaque fois des compétences générales, transversales, polyvalentes. Générales, c'est-à-dire qui sont liées à la biologie, au droit, à la psychologie, aux sciences humaines et sociales, économie et gestion, à chaque fois orientées vers la santé publique. Des compétences transversales, donc en épidémiologie, santé au travail, prévention, promotion de la santé, éducation de santé, et des compétences plus polyvalentes que vous retrouverez dans beaucoup de filières finalement à l'université. Vous allez avoir de l'anglais, de la communication, la méthode de recherche, pareil sur votre projet professionnel, finalement des choses assez communes à toutes les filières. Vous donner tout de suite un ordre d'idée sur les poursuites d'études, puisque je vous ai dit, la licence en tant que telle ne donne pas le droit à grand-chose en termes d'employabilité sur le marché du travail. Il faut donc envisager une poursuite d'études. Ça vous donne tout de suite une idée des perspectives d'emploi ou des champs d'expertise auxquels peut préparer la licence. Donc, vous pouvez prétendre, après la licence sciences sanitaires et sociales, à des masters à l'UBO ou hors UBO. Hein, vous savez, il y a beaucoup de mobilité au niveau du master. Nous, il y en a à peu près plus de la moitié qui partent de l'UBO pour aller dans d'autres masters. Des masters en biologie, santé,
À la fac de médecine, par exemple, on a les masters EPRP, par exemple, sur l'évaluation et prévention des risques professionnels, donc sur les questions de santé au travail. Un autre master sur l'éducation thérapeutique, pensez aux pères aidants, aux associations qui ont charge des addictions, par exemple. Il y a le master STAPS avec un axe sur les activités physiques adaptées. Pensez toutes ces activités physiques adaptées, donc par rapport, par exemple, à la perte d'autonomie, au grand âge, on forme effectivement des spécialistes de l'activité physique adaptée. Les masters qui sont orientés vers la gestion ou le management des établissements médico-sociaux. Ça va être un archétype, mais souvent on dit ça sert à quoi la licence sciences sanitaires et sociales? Ça sert à, si vous voulez, diriger un EHPAD. Diriger un EHPAD, c'est peut-être pas très sexy comme métier, surtout quand on a 18 ans, mais gardez en tête que c'est pas forcément que ça, de diriger un EHPAD, mais c'est d'avoir des postes de cadre dans des structures médico-sociales, dans le champ du vieillissement, c'est vrai, mais aussi ça peut être dans le champ du handicap, des maladies chroniques, voilà, des postes qui ne sont pas directement des postes de soignants, mais qui sont dans le soutien à une institution qui accompagne des personnes en perte d'autonomie, par exemple. Donc, aussi des masters dans la question du développement social, les interventions auprès soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap. Voilà les exemples. Vous voyez, les exemples de masters, ça vous donne un peu la diversité des masters auxquels vous pouvez prétendre après une licence, et du coup la diversité des secteurs d'emploi auxquels vous pouvez vous projeter à long terme. Sachant que ces mêmes types de masters qui sont offerts à l'UBO, on retrouve un peu les mêmes choses dans le reste de la France, avec dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes, une offre de formation qui existe en santé publique, donc vous la retrouverez à chaque fois dans différentes villes, notamment à Rennes, à Paris, beaucoup d'étudiants qui partent à Rennes, Paris, des masters plutôt orientés gestion des établissements, plutôt orientés éducation thérapeutique, plutôt santé au travail, plutôt vers l'épidémiologie, mais à chaque fois ça reste un peu le même éventail des possibles finalement. Donc j'en ai un petit peu parlé, mais pour vous donner quelques idées, voilà, des professions auxquelles peuvent aboutir la licence indirectement, ou un master après, ça peut être plutôt des cadres, comme je le disais, dans un établissement du secteur médico-social ou alors social, plus médical. Pensez aux EHPAD, aux ESAT, donc pour les travailleurs handicapés, mais plus largement d'autres types d'établissements médico-sociaux. Cadre à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, travailler en tant que chargé d'études ou chargé de mission, ça peut être pour des associations, ça peut être pour des institutions aussi, des institutions nationales, pensez, je ne sais pas moi, l'Institut national du cancer, des chargés de mission, ça peut être des collectivités territoriales qui ont des projets en promotion de la santé ou en question d'environnement et santé, et alors il doit effectivement des chargés de projet, chargés de mission, ça peut être responsable d'unité ETP, éducation thérapeutique des patients, donc vous voulez travailler en addictologie ou auprès d'usagers de drogue, et il y a un travail qui n'est pas forcément réalisé par des médecins ou des soignants, mais un travail d'animation, d'organisation, de soutien des professionnels et des patients. Ça pourrait se rapprocher d'un travail d'animateur, d'action communautaire en santé, avec cette idée de santé communautaire, responsable HSE, c'est hygiène et sécurité au travail, santé au travail, où certaines étudiantes passent des concours administratifs. Après la L3, certaines s'orientent, une ou deux, je dirais, vers
vers des concours, notamment l'enseignement, même si ce n'est pas directement une formation qui vise à former des professeurs des écoles. Voilà rapidement pour les quelques exemples. Vous trouverez sur le site de l'UBO quelques statistiques sur le devenir des étudiantes. Je précise effectivement que ce sont des étudiantes, 90% de l'effectif, hein. Pas de surprise, donc le domaine de la santé recrute davantage de femmes. Voilà ce stade. Je ne sais pas si je fais une petite pause déjà. Est-ce que vous avez des questions? Donc je continue, j'enchaîne. Ça va. J'essaie de prendre le temps, mais vous me dites. Des choses que j'ai oublié de dire avant que je vous présente un peu plus les cours, je vais vous présenter par exemple la maquette de L1, surtout. Les enseignements, peut-être avant ça, c'est judicieux que je vous dise qu'il y a 125 inscrits en L1. Parcoursup vient d'ouvrir, j'ai entendu aujourd'hui, donc je sais que c'est l'objet de stress, d'angoisse pour nombreuses, pour nombreuses parties d'entre vous. Pour vous rassurer, l'année dernière, il y avait un peu plus de 770 candidatures pour Sup, mais tout le monde a été reçu. C'est-à-dire que vous savez comment ça marche, mais potentiellement, la 770e personne a été acceptée en licence sciences sanitaires et sociales. C'est-à-dire que dès lors que vous avez votre bac, à ce stade, c'est une formation qui est demandée, mais la jauge de 125 permet d'accueillir tout le monde, globalement. C'est-à-dire, vous voulez dire par le mécanisme des désistements? Exactement. Voilà. Vous faites plusieurs vœux, en fait. Vous faites jusqu'à une dizaine de vœux, et donc, c'est pas une licence qui est souvent un premier choix. C'est-à-dire que c'est pas une licence qui est souvent un premier choix, c'est un second, troisième, quatrième choix, et par le mécanisme des désistements, et on accepte tout, si vous voulez. Je ne dis pas que ça risque de continuer les années prochaines, mais pour l'instant, je pense que ça va se stabiliser. Voilà, il n'y a pas de risque que si vous avez votre bac et soyez exclu donc, de la possibilité d'être inscrite en sciences sanitaires et sociales. Je précise que ce n'est pas tout à fait le cas pour les LAS. Comme je l'ai dit, c'est une licence, si je complexifie déjà, c'est une licence sciences sanitaires et sociales avec 125 inscrites. Il y a un quota de 25 LAS. Il y a une file d'attente pour les LAS. C'est-à-dire que si vous, à Parcoursup, vous candidatez en LAS, sciences sanitaires et sociales, vous n'êtes pas forcément accepté en LAS sciences sanitaires et sociales. J'ai noté, je vais vérifier, pour vous donner un ordre d'idée, peut-être que ces statistiques-là, vous ne les avez pas sur Parcoursup, mais la LAS, la file d'attente a commencé à la place 444. C'est-à-dire qu'au-delà de la place 444, il y avait une file d'attente pour les LAS en sciences sanitaires et sociales, sachant que vous candidatez peut-être en LAS, sur Parcoursup, sur plusieurs LAS. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si vous maîtrisez ça, mais c'est pour préciser quelques enjeux qui peuvent parfois être importants. 125 inscrits à peu près, vous voyez, en L1. Ça fait un amphi qui est assez important. Toutefois, cet amphi, il est vite clairsemé. C'est-à-dire qu'il y a des étudiantes qui ne viennent plus assez vite, ou qui abandonnent, et donc on se retrouve à faire, comme à l'université, des promos, voilà, où il y a des absents, de manière assez classique, et donc le taux de réussite à la L1, c'est environ
45%. Donc une fois que vous êtes accepté, il y a seulement, vous voyez, la moitié, hein, grosso modo, qui réussit à valider ça. Mais ça, c'est des. Pardon, c'est un peu pour vous, c'est pas pour vous effrayer, c'est pas pour vous effrayer sur la difficulté j'ai mis en rapport plusieurs choses, c'est pas pour vous effrayer sur la difficulté forcément de la licence, c'est pour vous dire que c'est des statistiques assez habituelles en L1 à l'université, à l'UBO ou dans le reste de la France pour des L1 généralistes, pluridisciplinaires. En fait, ça s'explique notamment par le fait que des lycéens ne se sont pas informés sur vraiment sur la licence, n'ont pas participé, par exemple, comme vous, à des conférences d'information sur les filières et se faisaient une idée approximative du contenu de la licence et ça correspond pas à ce qu'ils imaginaient en fait. Donc, d'où l'intérêt pour vous de participer à ce type d'information et de découvrir, de vous informer plus en amont sur la licence. Beaucoup de choix par défaut, effectivement, ou le système Parcoursup qui fait que effectivement, vous ne choisissez pas quelque chose que vous connaissez, ou ce n'est pas votre premier vœu, et en plus des inégalités par rapport au bagage étudiant, voilà, il y a d'autres phénomènes qui jouent dans la réussite aux études en première année. Pardon, ça reste un peu faux. Vous me dites si j'ai besoin de préciser des choses. Oui. 45%, c'est au bout des 3 ans. Non, la première année. Le taux de réussite, après en L2, L3, il augmente assez logiquement. Et en L2, on va aussi retrouver souvent des mineurs PASS. Pardon, je complexifie. Certaines étudiantes s'inscrivent en PASS, n'ont pas le concours médecine, pour le dire vite, et donc elles entrent en deuxième année de licence sciences sanitaires et sociales si leur mineur était sciences sanitaires et sociales. C'est un peu rapide, mais pour dire que on se retrouve en L2 avec environ 80 étudiantes, en L3 à peu près pareil, et voilà, imaginez des CM voilà, un peu plus... Alors, CM et TD, je me permets juste. CM, ce sont les cours magistraux en amphi et TD, c'est les travaux dirigés, les travaux de groupe qui sont non pas à 80 ou à 120, mais par petits groupes. Oui, 25 étudiantes par groupe. Donc ça, c'est aussi à l'université, voilà, on fonctionne effectivement par CM, TD. Il y a certains enseignements qui fonctionnent vraiment beaucoup par TD. Hein. Imaginez l'anglais, c'est plutôt par TD. Mais on reste sur des effectifs 25 étudiants qui permettent difficilement de progresser rapidement en anglais. Hein. Vous comprenez. Et d'autres enseignements où il n'y a pas du tout de TD, pas du tout de travaux de groupe. Ça reste une licence très théorique. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de pratique. Il n'y avait pas de par exemple, vous faites de la biologie, mais il n'y a pas de travaux en laboratoire. Vous faites de la biologie, mais il n'y a pas de travaux pratiques en laboratoire. En tout cas, ce n'est pas organisé à ce stade. Ça reste un contenu très théorique. Pour vous donner un autre exemple, c'est le stage. Vous avez bien sûr la possibilité de faire des stages, mais il entre seulement en L3 et pour 2 semaines. Donc c'est une licence généraliste, pluridisciplinaire, qui n'a pas de visée professionnalisante. Donc effectivement, on accumule le stage en L3 de 2 semaines, tout simplement parce qu'on est une licence pluridisciplinaire, généraliste, et ça n'a pas été pensé comme sur une pratique professionnelle, à partir d'une pratique professionnelle. C'est plus un stage qui vise à la découverte des métiers du secteur sanitaire, médico-social ou social.
Et donc, je vous présente rapidement la maquette, hein, vous le trouvez sur Internet, mais je vais vous présenter très rapidement. Vous voyez, j'ai mis les ECTS à droite, donc c'est les crédits dont on parlait tout à l'heure, qui donnent une indication sur le poids des enseignements. Donc, comme je le disais, l'introduction à la biologie va davantage peser, c'est logiquement, que les cours d'anglais. Donc voilà, le semestre 1, il est composé de ces enseignements-là. Vous voyez, il y a des cours, à chaque fois, chaque semestre, c'est un peu pareil. Il y a des cours de santé publique, santé publique, des cours un peu d'ouverture, sciences humaines et sociales, avec soit de la sociologie, du droit, de l'économie, et des cours d'anglais, de communication, projet professionnel. Donc à chaque fois, c'est globalement la même logique de chaque semestre. Vous voyez ici, au semestre 1, par exemple, introduction à la biologie. Je mets assez classiquement, on comprend ce que c'est, introduction à la biologie. Donc vous allez voir la biologie cellulaire, la génétique, l'histologie, l'immunologie, des concepts clés, hein, basiques en biologie. Homme et environnement, donc ça parle pas tellement, hein, le titre, mais globalement, ça va être des questions, par exemple, de pollution, connaître l'environnement naturel, la biosphère, donc connaître les principaux enjeux sanitaires liés à l'eau, l'atmosphère, au sous-sol. On peut imaginer, voilà, les questions environnementales, les pollutions, étudier d'un point de vue, voilà, santé publique. Concept de base en santé, donc des thématiques transversales, handicap, les médicaments, APS, c'est activité physique et santé. Donc, pensez à l'activité physique adaptée. Les déterminants de santé, ça peut être les maladies chroniques, différentes thématiques, voilà, qui renvoient à des concepts en santé. Anatomie et physiologie fonctionnelle. Encore une fois, ça peut paraître flou, hein, si on n'est pas dans le champ de la santé. Vous allez étudier de manière un peu plus précise les questions liées à la biologie. Hein. Ça peut être les cellules, les tissus, les différents types de tissus, le système génie, système endocrinien, la physiologie du stress, donc des choses assez ici très médicales finalement. Est-ce que ça implique d'avoir pris une spécialité SVT au lycée? Non, je dirais que ce n'est pas excluant. Ça va être un plus éventuellement, ou alors si vous avez eu au lycée des cours sur la santé, ST12S, ça va filer ST2S, ça va être un peu un plus, mais globalement, ça c'est pensé pour qu'une personne n'ayant jamais fait presque de biologie puisse arriver. Donc, effectivement, c'est plus compliqué, hein, parce que c'est beaucoup de cours magistraux, là, ces UE-là, les UE majeurs qui pèsent beaucoup, c'est beaucoup de cours magistraux. Imaginez plus de mémoire, c'est plus de 30 heures de cours magistraux en amphithéâtre. Et donc, il y a peu de TD. Peu de TD qui permet d'accompagner les étudiants éventuellement sur des lacunes ou des points difficiles. Donc c'est des cours assez généraux. L'avantage, c'est que dans ce type de cours, vous avez beaucoup de ressources. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manuels qui existent. Généralement, les enseignants mettent aussi à disposition des diapos, et je veux dire, si vous voulez apprendre la biologie cellulaire, je veux dire, que vous pouvez l'apprendre aussi dans un manuel, en plus des cours, vous pouvez avoir des ressources qui vous permettent de réussir ces UE-là. Voilà. Et puis après, comme je le disais, voilà, vous voyez des cours anglais, méthodologie de travail à l'université, technique d'expression et PVP, où
ou alors c'est mieux à choix pour le parcours IFSI, par exemple, donc le partenariat avec les IFSI sur les questions d'éthique, législation. Voilà pour le semestre 1. Je vous montre rapidement le semestre 2. Pardon, oh, désolé, ça. Mise en page un peu sautée, c'est pas très visible. Je vous montre ici. C'est le même principe. Vous voyez, les UE, c'est un peu le même principe avec, dans la continuité du semestre 1, système de santé, institutions sanitaires et sociales, structure d'intervention sociale, droits des personnes. Donc ça, c'est la première UE, système de santé, c'est plus une UE sur les organisations, les institutions en santé. La deuxième UE, la structure d'intervention sociale et droits des personnes, c'est du droit de la santé. Ça, c'est les cours que vous suivrez si vous êtes inscrite en PASS, mineur, sciences sanitaires et sociales. C'est deux cours en lien avec la PASS. C'est les mineurs PASS, pardon. Et après, il y a d'autres enseignements, démographie et vieillissement, épidémiologie, statistique et informatique, donc un milieu qui se divise en trois cours différents, un cours d'épidémiologie, un cours d'informatique, un cours de statistique, une anatomie, physiologie générale 2, du coup c'est le prolongement du 1 au premier semestre, et puis après vous avez anglais, technique d'expression, introduction à l'anthropologie, c'est moi qui m'assure, et des enseignements qui sont collectifs à toute l'UBO, par exemple sur les violences sexuelles et sexistes. Voilà, des questions sur les cours, des remarques, Je reviendrai éventuellement, je ne connais pas précisément chaque cours, hein, bien sûr, mais peut-être certaines étudiantes auraient pu vous dire des choses de manière un peu plus précise sur les cours, en tout cas sur leur ressenti. Moi, ce que je peux partager avec vous, c'est aussi le calendrier, hein, bien sûr. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. On a un calendrier commun à l'UBO, c'est-à-dire que de manière assez classique, le semestre 1 commence tout début septembre et il termine avant les vacances de Noël. C'est-à-dire que vous allez avoir les partiels, ce qu'on appelle les examens terminaux, donc avant les vacances de Noël. Et le deuxième semestre, c'est donc début janvier à début mai, finalement. Ça laisse la possibilité, vous voyez, d'articuler un travail d'été, à des stages, pour financer vos études de manière très concrète. Alors, je vous ai mis un exemple d'un emploi du temps d'une semaine. Il n'y a pas de semaine type, c'est aussi la question qu'on me pose. Il n'y a pas de semaine type, mais d'une semaine à l'autre, l'emploi du temps change du tout au tout. Du tout au tout, mais vous n'avez jamais cours le samedi, vous avez très peu cours après 18h, c'est très rare. Souvent, après 17h, vous n'avez pas cours. Vous voyez, en fait, là, ça peut paraître rempli, mais vous voyez, quand vous voyez inscrit groupe, c'est que vous faites partie d'un groupe, et donc vous n'avez pas cours les autres groupes. Donc finalement, là, vous voyez, sur une semaine, sur la semaine prochaine, et ben, vous allez avoir cours 3 heures le lundi matin, 1h30 l'après-midi, si vous êtes dans le groupe 1 ou 2, 3 heures le mardi matin. Vous allez avoir 1h30, soit le mardi après, soit le mercredi après. Pareil, 1h30 peut-être le jeudi matin. Et le vendredi, par contre, cours toute la journée en amphi. Et pour vous donner une idée, chaque semaine, ça change. Donc c'est difficile, effectivement, parfois de s'organiser, hein, si vous avez un emploi parallèle, mais si c'est le soir, les week-ends, il n'y a pas de problème.
j'ai deux, trois choses en plus peut-être à montrer pour prolonger un peu amorcer la discussion. Je vous ai parlé tout à l'heure de la validation de votre licence. Donc, gardez en tête ces ECTS, donc ces crédits. Il faut 180 ECTS pour valider la licence. Chaque semestre, une fois que vous l'obtenez, vous l'avez acquis une fois pour toutes. Hein. Bien sûr, il y a la possibilité de redoubler. Et chaque semestre, il y a 2 sessions d'examen. C'est-à-dire, il y a les examens, comme je disais, avant les vacances, et on a une session avant les vacances de Noël, par exemple, pour le semestre 1, et il y a une session de rattrapage, une session 2. Si vous n'avez pas la moyenne au semestre 1, vous pouvez passer en session 2 plus tard dans l'année, avant l'été. Il y a donc une chose que j'ai peut-être pas précisé, pardon, j'y pense. Donc on a le contrôle terminal avec ses partiels. On a aussi des notes en contrôle continu en fonction des UE. Certaines UE ont du contrôle continu, je pense l'anglais notamment. Donc vous avez une note en TD qui va s'ajouter à une note d'un partiel, un écrit, par exemple un oral en TD et un écrit en partiel. Je vous l'ai dit, un taux d'échec important en première année, mais finalement c'est dû à plusieurs choses. On a parlé des questions d'orientation qui sont centrales, on peut parler des questions d'inégalité scolaire aussi, et aussi la rupture importante entre le lycée et l'université en termes de gestion de l'autonomie. Ça, c'est des choses auxquelles on ne vous prépare pas, notamment en ce qui est de la prise de notes, dans la méthodologie de travail. Je reviens notamment aux notes, en fait. Vous avez peu de notes au cours de l'année et au cours d'un semestre. C'est-à-dire que vous allez avoir à être évalué à la fin du semestre pour la plupart des jeux. Et ça peut être déstabilisant pour des étudiants qui sortent du lycée, qui ont l'habitude d'avoir des contrôles continus, des notes régulières, des évaluations. Donc là, ce n'est pas le cas. Vous êtes libre, en fait, d'organiser vos révisions. C'est à vous de le faire, et c'est à vous d'anticiper. C'est à vous d'apprendre une nouvelle méthodologie de travail, de vous faire à l'université. C'est aussi ces éléments-là qui expliquent la difficulté pour certaines de réussir en L1. Est-ce qu'il y a un système de parrainage ou un système d'aide justement aux étudiants qui arrivent en première année pour comprendre comment est-ce qu'il faut s'organiser pour travailler? On a un cours de méthodologie du travail universitaire, mais je dirais que ce n'est pas là qui va sauver les étudiants qui ont des difficultés. Un système de parrainage a été mis en place seulement cette année. Donc on manque un peu de recul, je ne sais pas si ça va être stabilisé, si vraiment ça va continuer les années prochaines, l'année prochaine en l'occurrence, mais les étudiantes ici s'organisent entre elles, c'est-à-dire que ici ce n'est pas l'équipe enseignante qui met en place ce type de parrainage, mais historiquement, voilà, à l'université, à l'UBO, c'est les étudiants, les associations d'étudiants qui s'organisent. Ce type de parrainage-là, il marche très bien si vous inscrivez en PASS. Si vous inscrivez en PASS, ça marche très bien. Il y a des étudiants qui ont été reçus en médecine, qui vont faire un tutorat très poussé pour vous accompagner. Dans les licences, généralement, voilà, ça a plus de mal à se mettre en place. Et on manque un peu de recul, donc voilà, les étudiantes essayent de mettre en place un système de tutorat par parrainage. Oui. Est-ce qu'il est possible de faire une journée, on va dire, d'intégration en terminale pour les étudiants, pour venir voir comment ça se passe sur une journée, possible d'organiser ça? Vous prévoyez ce genre de dispositif ou pas? Alors justement, on l'a pas encore, on l'a pas encore organisé pour cette licence-là, mais ça peut s'envisager
Je vous invite, je vous montrerai tout à l'heure le site de Cap Avenir sur lequel il y a la rubrique immersion. En fait, ce que vous décrivez, ça s'appelle des immersions. Voilà. Et on n'en a pas encore organisé en licence sciences sanitaires et sociales, mais ça peut s'envisager. C'est totalement possible. La difficulté, c'est que ça soit utile aux élèves de terminale, en fait. Si vous venez un jour où vous voyez, vous allez à un cours d'anglais ou de statistiques, bon, ça va peut-être en t'aider, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Donc, Ne serait-ce que pour appréhender en fait les méthodes à mettre en place pour Ouais. s'adapter à. C'est vrai que le passage de lycée à supérieur peut être un peu déstabilisant. ben, soit de manière très concrète, soit vous contactez Cap Avenir, soit vous revenez vers moi si c'est une, deux, trois étudiantes et on trouve un jour et bienvenue. Ah ben, nous, Cap Avenir est tout à fait Bon. favorable à organiser ça, donc il n'y a pas de souci. Il faut juste définir après une date et quelques éléments. Et puis nous, on vous fait signer une convention. En fait, ça dépend si c'est sur temps scolaire ou si c'est sur temps de vacances scolaires. Si c'est sur temps scolaire, il faut une convention qui soit signée Pour le Par- lycée, par le lycée, par vous et par Cap Avenir, en fait, pour que vous soyez couverts, enfin pour que l'étudiant soit couverte. Et puis si c'est sur vacances scolaires, en général, ça se fait la première semaine des vacances de février ou d'avril. Et là, la convention, elle est signée juste, elle n'a pas besoin d'être signée par le lycée, elle est signée juste par Cap Avenir et par les parents si l'élève est mineur, et sinon c'est par l'élève lui-même. Mais on peut tout à fait organiser ça, moi j'y suis tout à fait favorable. Donc le plus simple, c'est si vous êtes intéressé, c'est peut-être moi je peux me charger d'organiser ça si vous le souhaitez, et avec vous monsieur, et vous pouvez nous mettre un mail à immersion au singulier @univ tiré de la touche 6 brest.fr. Je vais terminer mon PowerPoint, mais c'était juste pour aussi vous signaler, donc là vous avez le nom des responsables L1, L2, L3, et aussi le nom de Valérie Le Guen, qui est la secrétaire de la licence. Donc on a la chance de compter sur Valérie, qui fait un travail important de coordination, de lien entre les étudiants, l'équipe pédagogique, mais aussi dès lors qu'une fois que vous êtes inscrit ou que vous êtes en cours d'inscription, tous les aspects pratiques, administratifs, s'inscrire, avoir sa carte d'étudiant, comprendre un peu le fonctionnement de la fac. Des fois, c'est plus facile d'avoir une interlocutrice comme Valérie, qui est au secrétariat, qui est toujours présente dans son bureau, à qui on peut demander des conseils que l'équipe enseignante. Donc voilà, ça pourra vous être un relais pour vous, en fait, après, pour les études, si vous êtes dans la licence. Beaucoup de licences ont des secrétariats, parfois c'est à plusieurs, parfois c'est une seule personne. Ici, on a mis une personne référente pour le secrétariat de la licence. Alors, je vous propose de poser, je vous remercie, Monsieur Braverman, et je vous propose j'imagine que ce qui vous a été présenté aujourd'hui suscite des questions, des interrogations, peut-être vous avez découvert un certain nombre de choses sur la licence. Je sais qu'en général, quand je discute avec les étudiants, souvent ils sont surpris de la proportion de biologie qu'il peut y avoir dans la licence. En tout cas, je vous invite à poser vos questions, vos interrogations. Moi, j'ai quelques questions, mais je pense qu'on va laisser la priorité à l'assistance de poser ces questions.
Il n'y a pas de questions particulières. Oui. J'ai une question. Par exemple, dans les cours magistraux, Oui, c'est ça. oui. Est-ce que quand le prof fait cours, il faut prendre des notes ou est-ce qu'on aura genre des notes déjà toutes faites? Ça dépend des cours, c'est au libre choix des enseignants de donner ou pas des diapos de cours. Depuis la pandémie, on a pris le réflexe de faire des diapos et de le rendre accessible aux étudiantes. Néanmoins, la plupart du temps, ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que vous avez des diapos, mais imaginez, vous avez des mots-clés ou des notions, mais pas le détail de l'argumentation, ce qui suppose une prise de notes. Dans la plupart des cours, il y a une prise de notes. La différence, c'est que les enseignants, généralement, ne dictent pas. C'est-à-dire qu'on ne vous attend pas et on va très vite. Donc même si vous avez les diapos, pour moi, en tout cas moi, je dicte pas et je peux aller vite, mais je me répète, je redis les choses autrement. Et c'est toute la grosse différence aussi, voilà, avec le lycée, c'est que oui, je vais aussi vite en cours qu'aujourd'hui finalement, sauf qu'en cours, c'est des notions, des concepts, des choses, des cas, des auteurs, des choses un peu explicitées, mais c'est donc à vous de prendre des notes. Tout le monde ne prend pas des notes, mais je dirais que pour réussir, il faut prendre un peu de notes, se relire et penser que pour ça, chaque CM, chaque cours magistral implique un travail a posteriori, de reprise des notes, un travail en lien avec les diapos. Donc pensez que pour chaque CM, en gros, il faut 3 heures à la maison peut-être pour reprendre le travail, pour les dernières vidéos. Alors, on a coutume de dire qu'à l'université, il faut être autonome. Mais être autonome, ça veut dire quoi? Par exemple, est-ce que à l'université, on a la possibilité de poser des questions aux enseignants? Même en CM, en fait, vous n'êtes pas, c'est pas trop intimidant, c'est-à-dire que vous avez, ça peut être intimidant pour vous, parce que surtout en L1, vous ne connaissez pas forcément vos camarades, vous êtes dans un amphithéâtre, vous n'avez pas forcément assez le réflexe de poser des questions, mais en tout cas, tous les enseignants, ils accueillent de manière très positive les remarques, les questions, les demandes de précision. Donc là-dessus, oui. Mais généralement, vous allez comprendre assez vite. Si vous demandez est-ce que vous pouvez répéter la phrase, etc., ça peut se faire, hein, mais pas systématiquement en fait. C'est juste que vous reprendrez en compte le rythme, mais ça peut se faire de manière assez interactive en fait. Le fait est qu'à l'université, vous avez la chance que les enseignants sont souvent spécialistes de la question qu'ils enseignent. Donc vous allez ici à l'université avoir des intervenants qui sont très qualifiés, la plupart ont un doctorat dans leur discipline, qui sont en sciences sanitaires et sociales. Vous avez une part des intervenants qui sont médecins par ailleurs, qui ont donc la casquette de médecin, la casquette d'enseignant, la casquette de chercheur, et généralement, voilà, les questions permettent de préciser certaines choses. Davantage en TD, mais comme je disais, nous, dans les sciences sanitaires et sociales, voilà, les TD sont assez limités finalement. Donc malgré le nombre important d'étudiants dans un amphi, on peut tout à fait être amené à poser des questions. Mais je crois que la grande différence entre le lycée et l'université, c'est qu'au lycée, c'est les enseignants qui vous posent des questions. À l'université, les enseignants posent peut-être moins de questions, mais c'est à soi-même de faire la démarche de poser des questions. Peut-être plus ça. Ou si on pose des questions, les étudiants ne prennent pas la parole, tout simplement. Hein. C'est assez logique. Imaginez si vous avez 80 étudiants et que vous posez une question précise en amphi, vous allez toujours avoir les 2-3 étudiants qui répondent, toujours les mêmes, les autres qui sont plutôt passifs. Ça, vous verrez en fonction des dynamiques. Voilà, c'est plus facile en L3 où, par exemple, il y a un peu moins d'étudiants, vous connaissez mieux.
Donc là, il y a plus d'interactions possibles, mais souvent, en L1, la rentrée, le premier semestre, ça reste difficile. Certains sont rassurés aussi, hein. Je sais que certains étudiants sont rassurés de pouvoir être discrets pendant les cours. Tout à l'heure, vous disiez que il y avait un pourcentage assez important de désaffection en première année. Est-ce que ça se constate à la fin du premier semestre surtout? Fin du premier semestre, plutôt début du second semestre, voilà, dès lors qu'on a aussi les notes du premier semestre, il y a des abandons, des réorientations. Donc nous en L1, par exemple, on a à peu près 80% des candidats Parcoursup qui viennent de lycée et 20% de réorientation. Donc déjà, ça donne un ordre d'idée, c'est que dans les licences, généralement, à l'université en L1, il y a une part de réorientation d'étudiants, donc des choix qui changent au niveau du supérieur. Mais du coup, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y a aussi les notes du semestre 1 qui peuvent compenser les notes les notes du semestre 2 qui peuvent compenser les notes du semestre 1. Donc ça signifie sans doute qu'il ne faut pas se décourager lorsqu'on voit ces notes du premier semestre. C'est pas parce qu'on a un mauvais premier semestre qu'on ne pourra pas réussir sa première année, si je vous comprends bien. Oui. Voire même, ça dépend après de quelle note on parle. En gros, si vous avez 8, 9, 8 c'est difficile, si vous avez 9, c'est jouable de s'améliorer. Généralement, si vous avez des bonnes notes dès le premier semestre, il n'y a pas de souci, vous arriverez à valider votre licence en gardant un peu le même rythme de travail. Il y a quelques étudiants, parfois on arrive qui arrivent à s'améliorer ou qui compensent. Voilà, effectivement, il ne faut pas désespérer. Si vous êtes dans les étudiants un peu limites, pour plusieurs raisons, hein, vous pouvez très bien aboutir à valider une licence comme tout le monde. Voire même des étudiants, pour vous donner un ordre d'idée, on peut accepter des étudiants parfois qui étaient en BTS avant, les accepter voire en deuxième année ou en troisième année en fonction de leur trajectoire, fonctionnement de leur parcours professionnel antérieur. Donc, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de l'université peuvent aussi réussir cette licence. Peut-être y a-t-il des questions c'était clair. Vos slides, ils sont accessibles en ligne ou... Si vous le souhaitez, nous on peut les mettre sur le site de Cap Avenir. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer le site de Cap Avenir après. Alors peut-être une petite précision aussi sur la vie étudiante de manière générale. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut savoir que l'université met à la disposition des étudiants plein de services qui sont destinés à faciliter la vie de l'étudiant. Vous avez par exemple des restaurants universitaires où si vous êtes boursier, vous avez les repas à 1 €. Et si vous n'êtes pas boursier, les repas sont à 3,30 €. Donc, ça reste relativement abordable. C'est des repas copieux, chauds et chauds. Vous avez les cités universitaires avec des chambres qui sont aux alentours de 260 € par mois, des petites chambres universitaires qui ont tout confort, qui ne sont pas très grandes, mais qui ont tout confort. Oui. Pour les chambres universitaires, il faut être boursier. Si vous n'êtes pas boursier, vous ne pouvez pas y accéder. C'est ça, il y a des chambres et il y a des studios aussi. Voilà, vous avez le service universitaire des activités physiques et sportives. En fait, il faut savoir que l'université propose à ses étudiants, l'université de Brest propose à ses étudiants, je crois que c'est une 40aine de sports gratuits pour les étudiants de l'UBO. À part la voile qui est payante, mais ça doit être 30 € l'année, enfin c'est vraiment pas... C'est dérisoire, voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant pour les étudiants de pouvoir bénéficier de ces activités physiques et sportives. Il y a aussi un service de santé
à destination des étudiants avec des médecins, des psychologues, des psychiatres, je crois des gynécologues également, qui sont donc là pour recevoir les étudiants. Et puis il y a un service culturel aussi avec des tarifs extrêmement préférentiels pour des spectacles, des concerts pas seulement sur la ville de Brest, mais sur la métropole, donc voire même sur Morlaix. Donc voilà, donc l'université du BO développe des services destinés à faciliter la vie des étudiants. Et par ailleurs, comme le disait très bien Monsieur Braverman tout à l'heure, il a insisté sur le rôle des associations étudiantes. C'est vrai que souvent, quand on arrive à l'université, on a un petit peu... on rentre dans un univers où on peut très vite se sentir un petit peu seul, et l'isolement, c'est ce contre quoi il faut lutter quand on démarre à l'université, d'où l'intérêt de se mettre en relation avec les associations étudiantes et de participer aux cours et de participer au TD, parce que c'est là que vous allez pouvoir travailler avec d'autres et du coup nouer des liens et favoriser la réussite de votre année universitaire. Voilà, j'ai les petits compléments que je me permettais d'apporter sur la vie étudiante de manière générale. Est-ce que par rapport à tout ce qui vient d'être dit, vous avez des interrogations supplémentaires ? Bon, on se tient à votre disposition si vous le souhaitez pour répondre à vos questions peut-être plus personnelles, et puis on vous remercie de votre attention. Ah, mais je ne vous ai pas montré le site de Cap Avenir. Mais oui. Alors. Donc, comme je vous l'ai dit, Cap Avenir. Alors, c'est où Alors, Cap Avenir, c'est le service d'orientation de l'université. Et sur le site de Cap Avenir, vous avez une rubrique à destination des lycéens. Et dans cette rubrique, vous voyez que vous avez une case, enfin un item immersion individuelle à l'UBO. Donc si toutefois on mettait en place des immersions, ben, ça se trouverait là. Et vous avez également un Instafac replay sur lequel vous allez pouvoir retrouver la vidéo de cette conférence Instafac et sur laquelle, si vous le souhaitez, Monsieur Braverman, on pourra mettre votre PowerPoint. Donc c'est là où vous pourrez retrouver le résumé de la journée d'aujourd'hui. Alors d'ici une semaine, je pense, le temps que ça se fasse. Et puis sur le site de Cap Avenir, vous trouvez également une rubrique qui en général plaît beaucoup aux parents, c'est la rubrique enquête. En fait, il faut savoir que chaque université a l'obligation de mener des enquêtes pour savoir ce que deviennent les étudiants de l'université. Et donc, il y a des enquêtes qui sont menées par l'UBO, par le service de Cap Avenir, pour savoir vers quel master, comme l'a dit M. Braverman tout à l'heure, vers quel master se sont dirigés les étudiants de L3 de licence sciences sanitaires et sociales, vers quel métier est-ce qu'ils se sont dirigés, vers quel type de structure est-ce qu'ils ont pu faire leur stage, par exemple. Et vous pouvez trouver toutes ces informations ici. Voilà ce que je voulais vous montrer en complément de ce qui a été dit. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée et un bon courage dans Parcoursup.